Je me souviens du claquement sec de la serrure. Ce son, je l'ai entendu 1000 fois dans ma vie sans y prêter attention. Mais ce matin-là, il a eu une autre résonance. Ce n'était plus le bruit d'une porte qu'on ferme, c'était celui d'une liberté qu'on retire. Thomas venait de sortir pour aller travailler. Et moi, j'étais restée assise sur le fauteuil du salon, les mains serrées sur ma tasse de thé, les yeux fixés sur la poignée. Le cliquetis du verrou avait été suivi d'un silence étrange. Pas un silence ordinaire, un silence de cage. J'ai attendu quelques secondes avant d'essayer. J'ai posé ma tasse, me suis levée lentement, le cœur battant sans raison apparente. Quand j'ai tourné la poignée, rien, verrouillé de l'extérieur. J'ai appelé Thomas. Pas de réponse. Sophie. Le nom a résonné dans la pièce, étouffé par les murs trop blancs, trop propres. Je suis restée là, devant la porte close, à essayer de me convaincre que c'était pour ma sécurité, comme il le disait toujours. Maman, on ne veut pas que tu tombes encore. Tu es mieux ici avec nous. C'est temporaire. Temporaire. Voilà 3 semaines que je vivais dans cette maison sans clé, sans téléphone et sans sortie. 3 semaines à devoir demander la permission pour ouvrir une fenêtre, à attendre qu'on m'apporte mes médicaments dans une coupelle en plastique. La première fois que Thomas a pris mes clés, il l'a fait en souriant. Je les garde juste le temps que tu te remettes, d'accord? Je venais de faire une mauvaise chute dans les escaliers de ma maison à Angers. Rien de grave, une simple fracture du poignet. Mais il avait insisté pour que je vienne vivre chez lui à Nantes. Juste quelques semaines. Je l'avais cru, comme on croit son enfant. Sophie, sa femme, m'avait accueilli avec son air doux, sa voix mesurée, son odeur de lessive et de lavande. Les premiers jours, elle s'occupait de tout. Repas, lessive, promenade, puis les promenades ont cessé. Les repas sont devenus des plateaux. Et un matin, mon téléphone avait disparu. Elle l'avait posé sur la table pour le recharger, et depuis, je ne l'ai jamais revu. Le temps s'est alors étiré, rythmé par le son de la clé dans la porte, celui de Thomas le matin, quand il partait, celui de Sophie à midi quand elle rentrait, et moi je restais là, dans le salon, devant la télévision toujours allumée, sans chaîne, sans choix. Mais ce matin-là, quelque chose a changé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la lumière qui entrait par la fenêtre, ou peut-être ce silence inhabituel. Mais j'ai senti que si je ne faisais rien, je ne sortirais plus jamais. J'ai observé la pièce. La table en verre, le canapé gris, les rideaux beige clair, le genre de décor qu'on voit dans les magazines. Rien n'avait d'âme, même l'air semblait filtré. À côté de la plante verte en plastique, un petit carnet à spirale traînait. J'ai arraché la première page. C'est sur ce papier que j'ai commencé à écrire. Jour 1. Enfermé. J'ai noté l'heure, les bruits, les moindres détails. La voiture de Thomas qui démarre, le pas de Sophie dans le couloir avant son départ, le cliquetis des verrous. Et surtout, cette phrase qu'il m'avait dite la veille: Tu sais, maman, c'est mieux comme ça. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. Je m'occupe de tout maintenant. De tout. Ces mots-là m'ont glacée parce que dans la bouche de mon fils, ils sonnaient moins comme une promesse que comme une prise. Je suis retournée vers la fenêtre. Le jardin était là, à quelques mètres, vert, paisible, mais inaccessible. La poignée était bloquée. Derrière le portail, la rue semblait si proche. J'ai pensé à ma maison à Angers, à mes rosiers, à mon vieux poste de radio, à mes photos, à ma vie, tout simplement. Et pour la première fois, j'ai compris. Je n'étais pas ici pour me remettre. J'étais ici pour être remplacée. Le thé avait refroidi depuis longtemps. Je me suis assise, le carnet sur les genoux, et j'ai continué d'écrire. Parce qu'on ne m'entendait plus, il fallait que quelque chose garde ma voix. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais une certitude s'est formée en moi. Un jour, cette porte s'ouvrira, et ce ne sera pas Thomas qui décidera quand. Tout avait pourtant commencé avec douceur. Quand Thomas était venu me chercher à l'hôpital, il avait posé sa main sur la mienne et m'avait regardée avec ce sourire que je connaissais depuis sa naissance, celui du petit garçon qui voulait toujours bien faire. Tu ne devrais pas rester seule à Angers, maman. C'est dangereux, ces vieilles maisons à escalier. J'avais ri doucement. Thomas, j'ai vécu là 40 ans. Je crois que je peux encore monter 3 marches sans mourir. Mais il n'avait pas ri. Justement, il ne faut pas tenter le diable. Tu viendras à la maison le temps que ton poignet guérisse. Sophie sera ravie et puis les enfants t'adorent. Les enfants, 2 adorables visages blonds, mes petits-fils, que je n'avais pas vus depuis des mois. Alors oui, j'ai dit oui.
Parce que quand on est veuve, qu'on n'a plus qu'un fils et deux petits garçons, on dit oui à tout ce qui promet un peu de chaleur. Le soir même, ils m'ont installée dans la chambre d'amis. Les draps sentaient la lessive, il y avait des fleurs fraîches non tassées sur la table de chevet. Sophie avait même laissé une boîte de chocolat. Pour vous remonter le moral, Madeleine. Les premiers jours, j'ai cru que le bonheur revenait. Les repas partagés, les rires des enfants, les soirées où Thomas me demandait des histoires de mon enfance. Sophie m'apportait mes médicaments, me préparait le petit déjeuner, tout semblait parfait. Et puis, un matin, tout a commencé à glisser. Ce fut d'abord la clé. J'avais pris l'habitude de sortir dans le jardin pour arroser les plantes. Ce jour-là, la porte-fenêtre ne s'ouvrait plus. Oh, j'ai changé la serrure, m'a dit Thomas, l'air détaché. On a eu des cambriolages dans le quartier. Je te donnerai un double, ne t'en fais pas. Il ne me l'a jamais donné. Quelques jours plus tard, j'ai voulu aller à la boulangerie du coin. Sophie m'a arrêtée dans l'entrée, sa voix douce mais ferme. Madeleine, vous êtes encore faible. Et puis, avec la circulation, c'est risqué. Vous préférez que je vous ramène des croissants, non? J'ai hoché la tête, confuse. C'était raisonnable, peut-être. Oui, raisonnable, mais ce peut-être a commencé à grandir. Puis, il y eut mon téléphone. Un matin, alors que je préparais le café, Thomas m'a dit « Donne-moi ton portable, maman, je vais le recharger dans le bureau. » Je ne l'ai jamais revu. Chaque fois que je demandais, il disait qu'il devait vérifier une mise à jour. Les jours suivants, j'ai remarqué que mes mails ne s'affichaient plus sur l'ordinateur. Mon compte bancaire en ligne aussi semblait inaccessible. C'est moi qui m'en occupe, a-t-il dit. Tu n'as plus à t'inquiéter. Ces mots revenaient sans cesse. Tu n'as plus à t'inquiéter. Mais c'était justement là que j'ai commencé à m'inquiéter. Sophie, elle, avait changé de ton. Elle ne me disait plus vous, mais tu. Pas le tu tendre, non, un tu sec, distant. Tu devrais te reposer. Tu ne devrais pas toucher à ça, tu oublies souvent, tu sais. Oublier? Moi? Peut-être une ou deux fois, mais pas au point de confondre mon nom et ma vie. Pourtant, elle répétait souvent devant Thomas. Ta mère fatigue vite, il faut l'aménager. Et lui hochait la tête, comme si tout ce qu'elle disait était parole d'évangile. Les enfants venaient au moins souvent dans ma chambre. Un soir, j'ai surpris Sophie leur dire Mamie doit se reposer, elle est fragile. Fragile. Le mot sonnait comme une condamnation. Je passais de plus en plus de temps seule, la télévision allumée sans son, les rideaux tirés pour éviter les courants d'air. Un après-midi, en rangeant un tiroir, j'ai retrouvé un courrier ouvert à mon nom. Une enveloppe de la banque. Changement de signature autorisé. Mon cœur a fait un bond. C'était ma banque, celle où je touchais ma retraite. Thomas m'a surprise avec la lettre dans les mains. Ce n'est rien, maman, c'est juste une formalité pour te protéger. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il a pris la lettre et l'a glissée dans sa poche. Cette nuit-là, j'ai compris que quelque chose d'irréversible s'était passé. Je n'étais plus la mère, j'étais devenue une responsabilité, une charge, un objet dont on décide à la place. Je n'avais plus de clé, plus de téléphone, plus d'argent, mais j'avais encore ma tête et ma mémoire. Alors, dans le carnet caché sous mon oreiller, j'ai écrit « Jour 7, il me traite comme une enfant. Mais une enfant qui écoute apprend, et une vieille femme qui écoute comprend. » Je ne savais pas encore comment, mais j'allais reprendre le contrôle. Pas en criant, pas en suppliant, en observant. Parce que dans cette maison, j'étais peut-être prisonnière, mais eux, ils étaient déjà surveillés. Les jours suivants se sont confondus. Le matin, je distinguais à peine la différence entre le lever du jour et la lumière artificielle des lampes que Sophie allumait avant de sortir. « Repose-toi, Madeleine, on rentre à midi. » À midi, elle rentrait déposer une assiette tiède devant moi et repartait aussitôt. Elle travaillait en télétravail, disait-elle, mais je ne la voyais presque jamais avec un ordinateur. Peu à peu, mon univers s'est réduit à 3 pièces. Ma chambre, le salon, la salle de bain. Le reste m'était interdit pour ma sécurité. Les escaliers, trop dangereux, le jardin, trop humide. Même la cuisine était devenue une zone restreinte. Un matin, j'ai voulu préparer le café moi-même. Sophie est entrée juste au moment où je faisais chauffer l'eau. « Madeleine, tu pourrais te brûler enfin. Tu veux qu'on finisse aux urgences ?» Elle a pris la bouilloire de mes mains calmement, comme on retire une arme à un enfant. Puis elle a ajouté, avec ce sourire poli qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. « Tu veux aider ? D'accord. Tu pourras mettre les tasses voilà sur le plateau. » Ce jour-là, j'ai compris.
Ce n'était plus ma sécurité qu'ils protégeaient, c'était leur confort. La télévision était devenue ma seule fenêtre sur le monde, mais même elle avait ses limites. Un après-midi, j'ai remarqué que la télécommande ne fonctionnait plus. J'ai cherché les piles, remplacées par du coton. Thomas avait réglé le son trop fort, paraît-il. Il a pris la télécommande et l'a rangée quelque part sûr. Le soir, il entrait dans ma chambre sans frapper. Alors, ça va, maman? Tu t'habitues? Il disait ça comme on parle à une pensionnaire. Un soir, j'ai osé lui demander: Thomas, pourrais-je avoir mes clés? Juste pour sortir marcher un peu. Il a soupiré, s'est assis au bord de mon lit et m'a pris la main. Maman, tu ne comprends pas. Tu es tombée une fois. Imagine si ça se reproduit. Et si personne n'est là? Alors je tomberai et je me relèverai. Son regard a changé. C'est de l'ingratitude, tu sais. On se tue à te protéger et tu fais comme si on t'enfermait. Je n'ai rien répondu, parce qu'il avait raison sur un point. Il m'enfermait. Ce soir-là, j'ai pleuré, en silence, pour ne pas leur donner cette victoire. Puis, j'ai repris mon carnet, celui que je cachais désormais sous le matelas, et j'ai noté jour 14. Quand ils disent protéger, ils veulent toujours dire posséder. Et quand ils disent aimer, ils veulent dire contrôler. Les humiliations sont arrivées peu après. Des phrases lâchées comme des gouttes d'acide. Tu oublies souvent, Madeleine, c'est normal à ton âge. Tu devrais éviter de te coiffer seule, ça te fatigue. Tu veux un verre d'eau? Non, reste assise, je vais le faire. Même mes vêtements disparaissaient. Un matin, ma robe préférée, celle à fleurs bleues que j'avais portée au baptême du petit, avait disparu du placard. Sophie m'a dit qu'elle était trop vieille, pas adaptée à la saison. J'ai retrouvé plus tard le tissu découpé dans le bac des chiffons. Un soir, je les ai entendus parler derrière la porte du couloir, leur voix basse, pressée, comme celle de conspirateurs. Tu as eu la signature? Presque. Je lui ferai signer demain. Elle ne lit plus rien de toute façon. Il faut que tout soit fait avant la fin du mois, sinon la vente bloque. La vente, je me suis figée, l'oreille collée contre le bois. La maison d'Angers, ma maison. J'ai compris qu'il l'avait mise en vente, sans me le dire. Mes mains tremblaient, pas de colère, mais d'une lucidité glaciale. Je n'étais plus seulement enfermée, j'étais en train d'être effacée. Le lendemain, Thomas est venu dans ma chambre avec un dossier. C'est pour ton assurance dépendance, maman. Il faut signer ici. Je l'ai regardé longuement. Donne-moi mes lunettes, ai-je dit. Il a hésité. Tes lunettes? Ah, je crois qu'elles sont cassées, non? Alors lis-moi ce que c'est. Il a lu quelques phrases, très vite, avant de me montrer l'emplacement de la signature. J'ai signé, pas par naïveté, par stratégie, parce qu'à cet instant précis, j'ai décidé de tout noter, chaque mot, chaque mensonge, chaque document. Mon carnet est devenu ma mémoire. Et ma mémoire, une arme. Le soir, dans la pénombre, j'ai écrit Jour 17. Ils pensent que je m'affaiblis. En réalité, je m'éveille. Et quand Thomas est venu me souhaiter bonne nuit, j'ai souri, un vrai sourire, tranquille, presque tendre. Il ne savait pas qu'à cet instant, la femme qu'il croyait dompter venait de reprendre le contrôle, lentement, méthodiquement. La bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux tirés, projetant sur le mur une lumière douce, presque ironique. La maison semblait calme, trop calme. Sophie était partie avec les enfants. Thomas dormait encore, je l'entendais ronfler à travers la cloison. C'était le moment. J'ai quitté ma chambre sur la pointe des pieds. Le couloir sentait le café froid et le parfum bon marché. Dans le salon, j'ai retrouvé la clé USB que j'avais vue la veille sur le bureau de Thomas. Je ne savais pas ce qu'elle contenait, mais j'ai senti qu'elle valait plus que n'importe quel mot. Je l'ai glissée dans la poche de mon gilet, puis, discrètement, j'ai cherché une enveloppe, un papier, n'importe quoi portant mon nom. Dans le tiroir du meuble télé, j'ai trouvé une pile de dossiers soigneusement empilés. Mon nom y revenait encore et encore. Mandat de gestion Madeleine Giraud. Procuration bancaire. Et plus bas, en lettres imprimées, signature électronique validée. Mon sang s'est glacé. Ils avaient accès à mes comptes, à ma maison, à ma retraite. Tout. J'ai remis les papiers en place au millimètre près et suis retournée m'asseoir avant que Thomas ne descende. Quelques minutes plus tard, il est apparu, mal rasé, les yeux encore gonflés de sommeil. « Maman, t'es déjà levée ?»« Oui, je voulais préparer le café. »
Tu sais bien que Sophie préfère que tu ne touches pas aux appareils. Il a souri puis a sorti son téléphone. D'ailleurs, je vais devoir partir tôt. J'ai une visioconférence importante. Je l'ai observé pendant qu'il pianotait sur son écran. Il n'a pas remarqué que mon regard s'attardait sur le petit point rouge, là, sur la bibliothèque. Un minuscule témoin lumineux. Je me suis levée, m'approchant comme pour arranger un cadre. La caméra était bien là, cachée entre deux livres. Une caméra de surveillance orientée vers le salon. Quand il a tourné la tête, j'étais déjà revenue à ma place, les mains sagement posées sur mes genoux. Tu as l'air fatiguée, maman. Tu dors bien? Très bien, merci. Parfait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles Sophie. Quand il est parti, j'ai attendu que le bruit du moteur s'éloigne avant d'agir. J'ai retiré la caméra du meuble, lentement, sans trembler. Elle était légère, reliée par un simple câble d'alimentation. Une caméra connectée, sûrement reliée à leur téléphone. Il me filmait. Depuis combien de temps? Je l'ai débranché, puis remise exactement comme avant, mais légèrement inclinée vers le plafond. Qu'il regarde le vide. Je suis montée dans la chambre et sorti la clé USB et l'ai glissée dans le vieux radio CD du bureau. C'était risqué, mais je voulais savoir. Le lecteur a reconnu le périphérique. Sur l'écran, un seul dossier. Document notaire. MG. À l'intérieur, des copies de mes relevés bancaires, l'estimation de ma maison et une phrase dans un document Word. Transfert à réaliser avant fin du trimestre. J'ai refermé tout de suite. Mon cœur battait trop fort. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais spoliée. Quand Sophie est rentrée à midi, j'étais assise, les mains croisées, le regard calme. Madeleine, vous êtes bien installée? Très. Vous savez, on fait tout ça pour votre bien. On veut que vous soyez tranquille. Je n'en doute pas. Elle a déposé mon assiette sur la table. Une soupe, fade, tiède, dans un bol en plastique. Je n'ai rien dit, mais j'ai remarqué la clé qui pendait à sa ceinture, une petite clé argentée, identique à celle de la porte d'entrée. Je n'ai pas eu besoin de demander. C'était la mienne. Après le déjeuner, elle a monté ranger quelque chose. J'en ai profité pour inspecter la cuisine. Sur le frigo, un aimant tenait une feuille imprimée. Régime alimentaire, MG, éviter caféine, sucre, sel. Et plus bas, surveillance quotidienne, signaler toute confusion. J'ai senti une colère sourde monter en moi, mais je l'ai domptée. Ce n'était pas le moment d'exploser. Ce n'était pas le moment de fuir, c'était le moment de planifier. Quand elle est redescendue, j'étais en train de plier mon tricot. Vous avez besoin de quelque chose? M'a-t-elle demandé. D'un carnet, pour écrire un peu. Elle a souri, méfiante. Écrire? C'est bien, ça vous occupe. Le soir, dans ma chambre, j'ai ouvert mon vrai carnet, celui que je cachais sous le matelas, et j'ai écrit Jour 22. Ils pensent mais que je me laisse faire. Ils ne savent donc pas que chaque mot qu'ils prononcent devient une preuve, chaque geste qu'ils posent, une trace. Bientôt, ils comprendront que même un oiseau en cage peut se souvenir du ciel. Puis j'ai ajouté une note. Caméra, dossier notaire, clé USB, clé d'entrée, tout relié. Chercher une alliée. Je ne savais pas encore qui ni comment, mais quelqu'un dehors finirait par me voir, et quand ce jour viendrait, je ne serais plus une vieille femme à protéger. Je serais un témoin. Ce matin-là, le vent faisait claquer les volets, un son que je n'avais pas entendu depuis des semaines. D'habitude, Thomas ou Sophie les fermaient avant que je me lève, pour éviter les courants d'air. Mais aujourd'hui, l'un d'eux avait oublié. Un oubli minuscule, et pour moi, une ouverture. En écartant les rideaux, j'ai aperçu la voisine d'en face. Une femme d'une soixantaine d'années, chignon serré, manteau beige, panier à la main. Elle promenait son petit chien, un teckel nerveux qui reniflait chaque pierre du trottoir. Elle m'a vue. J'ai levé la main. Un simple geste, hésitant, presque timide. Elle m'a répondu d'un signe de tête poli. Puis, comme si elle avait deviné quelque chose, elle a levé les yeux vers la fenêtre une seconde fois, plus longuement. Cette seconde a suffi. Il y avait dehors quelqu'un qui me voyait. Quand Thomas est parti travailler, j'ai attendu. À midi, Sophie est revenue, comme toujours, avec sa voix douce et son ton tranchant. « Vous avez bien dormi, Madeleine ?»« Oui, très bien. Le vent m'a un peu réveillée, mais rien de grave. » Elle a jeté un coup d'œil vers la fenêtre. « J'ai dit à Thomas qu'il faudrait remettre des verrous sur les volets. » On ne sait jamais. Je me suis contentée de sourire. Dès qu'elle est montée ranger des draps, j'ai glissé un petit papier dans la poche de mon gilet. Un mot plié en 4, écrit au crayon. Je m'appelle Madeleine Giraud. Mon fils m'empêche de sortir. Aidez-moi, discrètement.
Je n'avais pas de stylo, alors j'avais utilisé un vieux crayon à sourcils trouvé dans la salle de bain. À 13 heures, Sophie est partie chercher les enfants à l'école. Le moteur de sa voiture s'est éloigné et j'ai couru vers la fenêtre. La voisine était là, de nouveau cette fois avec son panier plein de courses. Je me suis penchée, juste assez pour faire glisser le petit papier entre les lattes du volet. Le vent l'a emporté, puis, miracle, il est tombé sur le trottoir, tout près d'elle. Je me suis reculée aussitôt, le cœur battant comme si j'avais commis un crime. Quelques secondes plus tard, j'ai vu la femme s'arrêter. Elle a ramassé le papier, l'a ouvert, et son visage s'est figé. Elle a levé les yeux vers ma fenêtre. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas souri, mais elle a compris. Le soir, tout semblait normal. Thomas est rentré, comme toujours, avec un ton faussement chaleureux. Maman, t'as passé une bonne journée? Oui, très calme. Parfait. Tu vois, on a bien fait de t'amener ici. Je me suis contentée d'un signe de tête. Mais quand je me suis couchée, j'ai entendu quelque chose. Un léger frottement contre la vitre. Je me suis levée et écarté discrètement le rideau. Là, coincée entre le volet et la vitre, une petite feuille pliée. Je l'ai ouverte sous la lumière tamisée de la lampe. Je m'appelle Edith. J'ai bien reçu votre mot. Je suis ancienne infirmière. Demain matin, laissez un signe à la fenêtre. Si tout va bien, je trouverai un moyen de vous parler. Mes yeux se sont embués. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus seule. Le lendemain, j'ai accroché à la vitre un ruban rouge que j'avais trouvé dans un tiroir. Un vieux ruban de cadeau. Edith a hoché la tête depuis le trottoir, puis a continué sa promenade, comme si de rien n'était. Je ne savais pas encore comment elle comptait faire, mais j'avais foi. Le soir venu, j'ai écrit dans mon carnet: Jour 26, premier contact. Elle s'appelle Edith. Si le monde m'a oubliée, alors je le rappellerai à moi, une personne à la fois. Quelques jours plus tard, elle a trouvé le moyen. Sophie avait laissé la fenêtre du salon entrebâillée pour aérer. Vers 16 heures, j'ai entendu un petit bruit métallique. J'ai approché discrètement. Sous le volet, un objet roulé, un petit téléphone pliable, tout simple, avec une carte SIM et un mot scotché dessus. Téléphone d'urgence, ne l'allumez que dehors ou loin des caméras. Demain, 10 heures, je passerai avec le chien. Si vous pouvez, laissez tomber un mouchoir blanc. Je l'ai caché sous le coussin du canapé, le cœur battant. Cette nuit-là, j'ai dormi à peine 2 heures, guettant le moindre bruit. Le lendemain, à 10 heures précises, j'étais prête. Sophie faisait des courses. Thomas était au bureau. Quand j'ai vu Edith passer sur le trottoir, j'ai laissé tomber le mouchoir. Elle a levé les yeux. J'ai cru voir un léger sourire. Elle a murmuré quelque chose, presque inaudible. Tenez bon, ces deux mots m'ont traversé comme une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose battre dans ma poitrine que je croyais mort. L'espoir. Ce soir-là, j'ai noté dans mon carnet: Jour 27, je ne suis plus seule. Ils pensent me garder enfermée, mais déjà dehors, quelqu'un veille. Et j'ai ajouté une dernière phrase, tremblante mais décidée: Demain, j'appelle l'avocat. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le petit téléphone caché sous le coussin me brûlait la conscience comme un secret trop lourd. Chaque grincement de la maison, chaque pas dans le couloir me faisait sursauter. J'avais peur qu'il le découvre, peur que tout s'arrête avant même d'avoir commencé. Au petit matin, la pluie battait contre les vitres. Sophie préparait le petit déjeuner dans un silence mécanique. Thomas, lui, avait déjà enfilé son manteau. Je rentre tard ce soir, dit-il sans me regarder. Sophie t'aidera à trier tes papiers. Il faut qu'on mette un peu d'ordre. Quel papier? Il a souri, ce sourire que je déteste, celui des gens qui savent et ne diront rien. Tu verras, ce n'est rien d'important. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai attendu. J'ai compté les minutes, les battements de l'horloge. À 10 heures précises, j'ai entendu la clochette du petit chien d'Édith dehors. Sophie était à l'étage, sûrement en train de ranger la chambre des enfants. J'ai saisi ma chance. Je me suis assise sur le canapé, le dos tourné à la caméra, et j'ai sorti le petit téléphone. Mes mains tremblaient. L'écran s'est allumé. Code PIN. Sur le papier scotché à la batterie, Edith avait écrit 4 chiffres. 1954, l'année de ma naissance. J'ai tapé le code. L'écran s'est ouvert sur un seul contact enregistré. Edith M. J'ai appuyé sur Appeler. La tonalité a duré 3 secondes avant qu'une voix calme, basse, ne réponde. Madeleine? Oui, oui, c'est moi. Vous allez bien? Pour l'instant.
Ils m'ont pris mes clés, mon argent, mes papiers. Ils disent que sont diapouniar, que c'est pour ma sécurité. Un silence, puis vous êtes en danger, Madeleine. Ce qu'ils font est illégal. Mais je ne peux pas venir seule. Il faut une preuve concrète. Vous avez signé quelque chose récemment? Oui, des papiers, soi-disant pour mon assurance. Parfait, notez tout. Je connais un avocat. On doit faire vite avant qu'il ne transfère votre maison. J'ai pris le crayon à sourcils et écrit sur mon carnet. Appelez Maître Durand, 02 de XX, XXXX, XX, dire orchidée blanche. Je vous rappellerai ce soir, a dit Edith. Cachez le téléphone surtout. Et s'il pose des questions, jouez la comédie. La ligne s'est coupée. J'ai rangé l'appareil sous le coussin. Mon cœur battait comme un tambour dans une cage. Mais à midi, tout a failli s'effondrer. Sophie est rentrée plus tôt que prévu. Trempée par la pluie, elle avait cet air nerveux qui précède les tempêtes. Madeleine, on va devoir parler. Elle s'est assise en face de moi, les mains croisées sur la table. Thomas s'inquiète. Il dit que vous devenez confuse. Confuse? Oui, vous répétez souvent les mêmes choses. Vous perdez vos affaires. Hier, il a retrouvé vos lunettes dans la corbeille à linge. J'ai faim la surprise. Oh, j'ai dû les poser là sans faire attention. Elle a haussé un sourcil. Vous savez, Madeleine, il existe des maisons spécialisées. Ce n'est pas une punition, c'est pour votre bien. Mon estomac s'est contracté. Maison spécialisée. Le mot sonnait comme une sentence. Elle a continué. On ne veut pas que vous soyez seule, ni que vous vous blessiez. Vous comprenez? J'ai respiré lentement pour ne pas trembler. Bien sûr, Sophie, vous avez raison. Vous pensez toujours à tout. Elle s'est radoucie, satisfaite. Parfait, reposez-vous un peu. Je vais ranger le salon. Quand elle s'est levée, j'ai compris qu'elle allait tomber sur le téléphone. Il était encore là, sous le coussin. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans ma poche. Sophie, pourriez-vous m'apporter ma couverture? J'ai un peu froid. Elle s'est dirigée vers le placard du couloir. J'ai profité de ces 3 secondes pour glisser le téléphone dans la manche de mon gilet. Quand elle est revenue, je l'avais déjà caché sous le plaid, contre ma peau. Le danger était passé, pour le moment. Le soir, j'ai entendu Thomas rentrer. Des murmures dans la cuisine, des phrases étouffées. Elle devient incohérente. On doit accélérer les démarches. Le notaire attend les signatures. Je me suis allongée dans le noir. Chaque mot tombait comme une pierre sur ma poitrine. Mais au fond de moi, quelque chose grandissait. Ce n'était plus de la peur. C'était une sorte de calme rage, froide, lucide. Je savais désormais ce que je devais faire. Dans mon carnet, j'ai écrit Jour 31. Ils veulent me faire passer pour folle. Parfait. Je leur laisserai croire qu'ils me sous-estiment. C'est leur première erreur. Puis en dessous, demain, appelez Maître Durand. Code orchidée blanche. Je me suis endormie avec la certitude glaciale d'une chose. Je ne fuyais plus. Je préparais la contre-attaque. Le matin s'est levé dans un silence de plomb, le genre de silence qui précède toujours les grandes décisions. Thomas était parti tôt, Sophie préparait les enfants pour l'école et moi, j'étais déjà assise sur le canapé, mon gilet boutonné jusqu'au cou, le téléphone dissimulé dans la manche. Je sentais le poids du risque, mais aussi celui d'une liberté qui revenait pas à pas. Dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière eux, j'ai attendu 5 minutes, juste pour être sûre. Puis, j'ai allumé le petit téléphone. Une fois encore, j'ai composé le numéro qu'Edith m'avait donné. Cabinet Durand, bonjour. Une voix féminine, claire, rapide. Orchidée blanche, ai-je murmuré. Un silence, puis ne quittez pas, madame. Quelques secondes plus tard, une autre voix, grave, posée. Maître Durand à l'appareil. Je m'appelle Madeleine Giraud, maître. Je crois que mon fils essaie de me dépouiller. Dites-moi exactement ce qu'il se passe. Et là, tout est sorti d'un coup. Les clés confisquées, la maison verrouillée, la procuration bancaire, la caméra, la fausse assurance. Je parlais vite, craignant qu'à tout moment la ligne soit coupée. Il ne m'a pas interrompu. Juste des petits « je vois », continuez, très bien. Quand j'ai fini, il a pris une voix plus basse encore. Écoutez-moi attentivement, Madame Giraud. Vous êtes victime d'un abus de faiblesse. Ce que vous décrivez est pénalement grave. Nous pouvons agir, mais il faut des preuves. Vous avez signé des documents? Oui. Les avez-vous? Non. Ils les gardent dans leur bureau. Alors il faudra les récupérer ou, au moins, les photographier. Photographier? Avec quoi? Je vais envoyer quelqu'un. Une assistante?
Discrète, elle viendra demain sous prétexte de livraison médicale. Vous n'aurez qu'à lui remettre quelque chose qui prouve votre identité. Une facture, un courrier, n'importe quoi. Je suis restée silencieuse, les mains serrées sur le téléphone. Et ensuite ai-je demandé. Ensuite, nous porterons plainte. Vous n'aurez rien à craindre, je vous le promets. Sa voix avait cette fermeté qui rend les promesses crédibles. Avant de raccrocher, il m'a donné un conseil. Ne les affrontez pas. Surtout pas maintenant, faites semblant. Le pire piège, c'est celui qu'ils ne voient pas venir. J'ai raccroché, tremblante, mais un sourire m'est venu, presque malgré moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un allié officiel, un professionnel. Ce n'était plus seulement de la survie, c'était une stratégie. Vers midi, Sophie est rentrée. Je m'étais remise à tricoter, feignant l'apathie. Tout va bien, Madeleine. Très bien, ma chère. J'ai rêvé que je volais. Elle a haussé les sourcils, méfiante. Vous devriez vous reposer. Vous parlez souvent seule, vous savez. Oh, l'âge sans doute. On finit toujours par se parler quand plus personne ne nous écoute. Elle n'a pas su quoi répondre. L'après-midi, j'ai fouillé la maison dès qu'elle est sortie promener le chien. Dans le bureau, un tiroir était verrouillé, mais dans le tiroir du bas, j'ai trouvé une enveloppe ouverte. Notaire, vente en cours, signature finale sous réserve de procuration. Mon cœur s'est emballé. La vente de ma maison n'était plus un projet. Elle était déjà engagée. J'ai pris l'enveloppe, l'ai glissée sous mon gilet et suis retournée dans ma chambre. Là, j'ai déplié le papier. En bas de la page, il y avait ma signature. Mais ce n'était pas la mienne. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de peur, de rage. Une colère froide, claire, méthodique. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient osé ça. J'ai rangé le document dans une taie d'oreiller, derrière la housse de mon oreiller, là où personne ne fouillerait. Puis, j'ai écrit dans mon carnet Jour 34. J'ai entre mes mains la première preuve. Ils ont falsifié mon nom, mon fils, mon propre sang. Le soir, j'ai fait semblant d'être lasse. Sophie m'a servi une soupe fade. Thomas, lui, était étrangement nerveux. Il n'a presque pas mangé. On doit aller chez le notaire demain, maman, a-t-il lâché entre deux bouchées. Pourquoi faire? Rien de grave, juste une vérification de papier. Je l'ai regardé sans broncher. Bien sûr, mon chéri, je viendrai avec toi. Il a hésité, puis a répondu Non, ce n'est pas nécessaire. Sophie a posé sa main sur la sienne, doucement. Tu sais, Madeleine, tu peux nous faire confiance. J'ai souri. Oh, mais je vous fais confiance. Plus que vous ne croyez. Quand ils sont montés se coucher, j'ai rallumé le téléphone une dernière fois. J'ai envoyé un message à Edith. Demain, 10 heures, notaire, vente maison, preuve en main. Quelques secondes plus tard, sa réponse est arrivée. Courage. Vous n'êtes plus seule. Je me suis allongée, le regard fixé sur le plafond, et j'ai chuchoté Non, plus seule. Jamais plus. Le lendemain matin, la lumière avait quelque chose d'étrangement blême, comme si même le soleil hésitait à se lever dans cette maison. Thomas m'attendait déjà dans le salon, costume repassé, dossier à la main. Il avait cet air pressé qu'il prenait quand il devait gérer quelque chose d'important. Sophie, elle, jouait avec ses clés, le visage fermé. Maman, tu es prête? On doit passer chez le notaire à 10 heures. Bien sûr, ai-je répondu calmement. Je n'avais qu'une idée en tête. Observer, retenir, comprendre. Le document que j'avais caché sous l'oreiller me brûlait encore la mémoire. Je n'en avais pas dormi. Dans la voiture, le silence était épais. Seul le cliquetis régulier du clignotant rompait la tension. C'est juste une vérification administrative, a dit Thomas sans me regarder. Le notaire doit s'assurer que tout est conforme. Conforme à quoi? À la loi, évidemment. Sophie a posé sa main sur son bras. Madeleine, vous savez, ces formalités, c'est pour votre sécurité. Les institutions aiment s'assurer que tout est en ordre pour les personnes âgées. Les personnes âgées. Ce mot m'a frappé plus fort qu'une gifle. Eux, qui n'étaient encore que mes enfants dans mon regard, me réduisaient à une catégorie. Une personne âgée, pas une mère, pas une femme. Un dossier administratif sur pattes. Le bureau du notaire se trouvait dans un immeuble ancien, aux murs chargés d'histoire. Ironique, ai-je pensé. C'est ici qu'on venait effacer la mienne. On m'a installée dans un fauteuil trop grand pour moi. Le notaire, un homme sec à lunettes, m'a salué avec une politesse distante. Bonjour, Madame Giraud. Nous devons seulement revoir quelques signatures. Thomas a posé la main sur mon épaule.
Ne t'inquiète pas, c'est purement formel, mais quelque chose dans l'attitude du notaire m'a alerté. Il évitait mon regard. Ses gestes étaient mécaniques. Puis, il a glissé une feuille vers moi. Ce document confirme votre accord sur la vente de la propriété d'Angers. Vous l'avez déjà signé, mais l'administration réclame une validation médicale supplémentaire. Médicale ai-je répété. Oui, madame, il s'agit d'un contrôle d'aptitude, rien d'inquiétant. Sophie a ajouté d'un ton doux. Le docteur Lemoine passera cet après-midi. C'est obligatoire maintenant pour les transactions impliquant des seniors. Une consultation médicale, chez eux, ce n'était pas une simple formalité, c'était un examen de capacité mentale. Ils voulaient me faire déclarer inapte. Je sentais mes mains trembler sous la table, mais mon visage est resté impassible. Bien sûr, ai-je murmuré. Vous savez, j'ai toujours fait confiance à mon fils. Thomas a souri, soulagé. Je savais que tu comprendrais, maman. Le rendez-vous n'a duré qu'une vingtaine de minutes. En sortant, Sophie m'a tenu le bras comme si j'étais une poupée fragile. On rentre, tu dois te reposer. Dans la voiture, je regardais la ville défiler. Les gens marchaient vite, portaient des sacs, riaient, vivaient, et moi j'étais là, derrière la vitre, prisonnière d'une mise en scène dont j'étais le rôle principal mais pas l'auteur. De retour à la maison, j'ai attendu qu'ils montent à l'étage avant de m'enfermer dans ma chambre. J'ai sorti mon carnet et écrit Jour 35, ils veulent me déclarer inapte. Si le médecin signe, je perds tout. Ma maison, mes droits, ma voix. Il me reste quelques heures. À 15 heures, la sonnette a retenti. Sophie a ouvert. Bonjour, docteur. Entrez. Sa voix était trop enjouée. J'ai jeté un coup d'œil depuis le couloir. Un homme en costume sombre, attaché case à la main, regard rapide, professionnel. Le docteur Lemoine. Ils se sont installés dans le salon. Nous avons remarqué quelques oublis récents chez ma belle-mère, a dit Sophie. Rien de grave, mais parfois, elle confond les jours, perd ses objets. Je comprends, a répondu le médecin. Ce genre d'évaluation est de routine. Routine. Oui, la routine d'un effacement. Quand il m'a appelé, je suis entrée avec un calme étudié. Il m'a posé des questions simples. Quelle date sommes-nous? Le 12 mars, ai-je répondu sans hésiter. Où êtes-vous? Chez mon fils Thomas à Nantes. Très bien. Et qui est le président de la République? J'ai souri. Celui qui change d'avis selon les sondages. Il a levé les yeux de sa feuille, surpris, puis a esquissé un sourire. Parfaitement lucide à ce que je vois. Sophie s'est crispée. Thomas, lui, s'est avancé. Vous savez, docteur, maman a de bons jours et de moins bons. Ça arrive, a répondu le moine. Mais je ne note rien d'inquiétant. Je l'ai regardé droit dans les yeux, lentement. Vous savez, docteur, j'écris beaucoup ces derniers temps, pour ne pas oublier. Les dates, les noms, les conversations, tout ce que je vis ici. Un silence s'est abattu dans la pièce. Sophie a pâli. C'est une excellente idée, a dit le médecin, ignorant son malaise. Continuez, madame, c'est très sain. Quand il est parti, Thomas n'a pas parlé, pas un mot, mais son regard m'a transpercé. Je savais ce qu'il pensait. Elle nous échappe. Et il avait raison. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et écrit d'une main ferme. Jour 36. Ils ont voulu me faire taire par le mensonge. J'ai choisi la vérité. Demain, je la ferai entendre. La nuit suivante fut longue, coupée par des rêves étranges où les visages de Thomas et Sophie se confondaient avec ceux de juges muets, signant des papiers sans me regarder. Quand je me suis réveillée, j'avais la bouche sèche, mais les idées claires. Le docteur Lemoine n'avait pas cru à leur théâtre. J'avais gagné une manche, mais pas la guerre. À l'aube, j'ai entr'ouvert le rideau. Edith promenait son chien, fidèle à son horaire. Quand elle a levé la tête, j'ai tracé du doigt sur la vitre. Ce soir. Elle a hoché la tête imperceptiblement. Ce matin-là, Sophie a été d'une amabilité forcée. Trop douce, trop calme. Le docteur a dit que vous alliez bien, c'est rassurant, Madeleine. On va pouvoir avancer dans les démarches monnaie sans se presser. Oui, ai-je répondu, sans se presser. Je savais ce que sans se presser voulait dire. Elle baisse la garde, profitons-en. À 10 heures, Thomas est parti travailler. Sophie, elle, est restée. J'ai quelques papiers à ranger dans le bureau, a-t-elle dit. Ce bureau verrouillé où dormaient mes signatures de falsifiées, mes preuves. Je me suis assise dans le salon, tricotant sans conviction. À chaque grincement du plancher à l'étage, mon cœur s'arrêtait.
J'imaginais ses mains fouillant mes tiroirs, découvrant le carnet, le téléphone, le papier du notaire. Mais non, quand elle est redescendue, elle avait juste ce sourire satisfait de celle qui croit tout contrôler. Vous devriez faire une sieste, Madeleine. Vous avez mauvaise mine. Je vais aller dans le jardin. L'air frais me fera du bien. Impossible, la clé est dans la voiture de Thomas. Évidemment, toujours une excuse. Vers 17 heures, elle a reçu un appel et a quitté la maison. Juste 1 heure, a-t-elle dit. 1 heure. C'était tout ce qu'il me fallait. J'ai récupéré la clé USB et la lettre falsifiée dans ma cachette, les ai glissées dans une enveloppe, puis j'ai noté un mot pour Edith. À remettre à Maître Durand. Urgent. Vente frauduleuse. Signature imitée. Ensuite, j'ai cherché un moyen de sortir discrètement. Les fenêtres étaient verrouillées, mais celle de la buanderie avait un loquet fragile. J'ai tiré doucement, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'une ouverture se fasse. L'air froid a caressé mon visage. J'ai glissé l'enveloppe par l'entrebâillement et l'ai laissée tomber dans l'herbe du jardin, juste à côté du portail. Le soir, Edith viendrait la ramasser. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. À peine avais-je remis la fenêtre en place que j'ai entendu le moteur de la voiture. Sophie, plutôt que prévu. Mon cœur s'est emballé. J'ai couru dans le salon, repris ma position sur le canapé, le tricot à la main. Elle est entrée, méfiante, ses yeux balayant la pièce. Tout va bien? Parfaitement. J'écoutais la pluie. Il pleut? Pas encore, mais ça viendra. Elle m'a observé un moment, puis a haussé les épaules et monté à l'étage. Je n'ai pas bougé. Une demi-heure plus tard, le petit aboiement du chien d'Édith m'a fait tressaillir. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Elle était là, son panier à la main. Elle s'est penchée, a ramassé quelque chose, puis a continué son chemin sans s'arrêter. Mission accomplie. Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Thomas paraissait nerveux, Sophie tendue. Le notaire m'a appelé, dit-il soudain. Il veut revoir les documents signés. Il y aurait une incohérence. Sophie a froncé les sourcils. Quelle incohérence? Il n'a pas précisé. Il veut un entretien avec moi demain matin. Je me suis retenue de sourire. L'incohérence, c'était mon écriture falsifiée, déjà entre les mains du bon avocat. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste remercié pour le repas, puis suis montée dans ma chambre. Sous la lampe, j'ai écrit dans mon carnet Jour 38. Les murs s'effritent. Ce soir, la première fissure s'est ouverte. Mais la victoire avait un goût amer, car je savais que s'ils découvraient la disparition des documents, leur réaction serait brutale. Et effectivement, à 23 heures, alors que j'allais m'endormir, j'ai entendu la voix de Thomas dans le couloir, plus sèche, plus dure que jamais. Tu es sûr que c'était là? Oui, j'ai tout vérifié. Alors qui les a pris? J'ai retenu ma respiration. Leurs pas se rapprochèrent de ma porte. Un silence, puis la poignée a bougé. Sophie a entr'ouvert la porte, a glissé la tête à l'intérieur. Tu dors, Madeleine? Oui, ai-je murmuré. Elle a refermé doucement. Puis j'ai entendu Thomas dire à voix basse, dans le couloir, Demain, on mettra une alarme et je change toutes les serrures. J'ai attendu que tout redevienne calme avant de reprendre mon crayon. Ils cherchent les preuves. Demain, ils me croiront piégée. Mais la vérité est déjà dehors. Je me suis allongée. Le vent soufflait dehors. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne m'a pas fait peur. Il sonnait comme une promesse. La promesse d'une porte qui s'ouvrira bientôt. Le lendemain matin, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les yeux pour comprendre que quelque chose avait changé. L'air de la maison était différent, lourd, chargé, presque électrique. J'ai entendu Thomas descendre l'escalier, ses pas rapides, secs, tranchants. Sophie le suivait, sa voix tremblante trahissant une nervosité inhabituelle. Ce n'est pas possible, Thomas. J'ai tout fouillé hier. Alors elle les a pris. Il n'y a personne d'autre ici. Je me suis assise sur le bord du lit, calmement. Je savais que le moment viendrait. J'avais même prévu ce ton dans ma tête. Celui du fils qui ne cherche plus à convaincre, mais à accuser. Quand la porte s'est ouverte, il ne s'est pas donné la peine de frapper. Où sont les papiers, maman? Je l'ai regardé, la voix posée. Quels papiers, mon chéri? Ne joue pas à ça avec moi. Les documents de la maison, ils ont disparu. Sophie est entrée à son tour, les bras croisés, le visage fermé. Madeleine, il faut que vous arrêtiez ces bêtises. Vous avez sûrement déplacé les papiers sans vous en rendre compte. Peut-être, ai-je dit, le ton neutre. Je perds souvent des choses. Vous le dites vous-même. Thomas a fait un pas vers moi. Ne te moque pas de moi, maman.
Je ne me moque pas, j'attends juste que tu me parles comme à une adulte. Un silence glacé s'est abattu dans la pièce. Je pouvais voir son front perlé de colère contenue. Il avait oublié, sans le savoir, qu'un ton trop dur est la pire preuve d'innocence. Sophie a posé une main sur son bras. Laisse Thomas, on va appeler le notaire, vérifier ce qui manque exactement. Non, je veux savoir maintenant. Je me suis levée, lentement, sans le quitter des yeux. Thomas, tu veux la vérité? Les papiers ne sont plus ici. Son regard s'est assombri. Tu les as pris? Non, ils sont là où ils doivent être, entre de bonnes mains. Il a blêmi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai cessé d'être ta victime. Le silence qui a suivi était presque sacré. Même Sophie a reculé d'un pas. Puis Thomas a explosé. Tu n'as pas idée de ce que tu fais? Tu détruis ta vie, tu comprends? Tu nous mets en danger. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'épuiser dans ses propres mots. Puis, sans prévenir, il a saisi le téléphone fixe posé sur la commode. J'appelle le médecin. On va faire venir quelqu'un. Tu n'es plus en état de... Mais il n'a pas fini sa phrase. La sonnette a retenti. 3 coups secs, assurés. Sophie a sursauté. Qui ça peut être? Thomas s'est figé. Je me suis avancée vers la porte. Peut-être le notaire, ai-je dit doucement, ou quelqu'un d'autre? Il a ouvert. Sur le pas de la porte se tenait une femme élégante, manteau sombre, mallette à la main. Bonjour, cabinet Durand. J'ai rendez-vous avec madame Madeleine Giraud. Thomas a pâli. C'est une erreur, a-t-il balbutié. Aucune erreur, monsieur. Nous avons reçu des documents signés de votre main et des éléments indiquant un possible abus de faiblesse. Sophie a voulu parler, mais l'avocate a levé la main. Je vous conseille de ne rien dire. La plainte a déjà été transmise au procureur. Je n'ai pas bougé. Juste regarder mon fils dans les yeux. Ce regard qu'une mère garde pour la toute première et la toute dernière fois. Celui où la pitié et la force se croisent. Madeleine, qu'est-ce que tu as fait? A-t-il murmuré, la voix brisée. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Défendre mon nom et ta conscience. 2 hommes en uniforme attendaient dehors, polis mais fermes. Ils sont entrés, ont demandé quelques papiers. Thomas s'est assis, vidé, les mains sur la tête. Sophie tremblait. Pendant qu'ils discutaient, j'ai aperçu Édith sur le trottoir, son chien à la laisse. Elle a croisé mon regard et m'a adressé un discret signe de tête, un signe simple, sans mots, mais plus fort que toutes les promesses. Quand tout s'est apaisé, l'avocate m'a demandé « Vous voulez que je reste ce soir ?»« Non, merci, je crois que j'ai besoin de silence. » La maison était soudain plus grande, plus vide, mais enfin à moi. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet pour la dernière note du jour. Jour 39. Ils ont voulu me faire taire. J'ai parlé. Et cette fois, quelqu'un a écouté. Puis, comme un écho, j'ai ajouté « Demain, je retournerai chez moi. Chez moi. » Je me suis allongée. La pluie tombait enfin, régulière, apaisante. Et dans ce bruit doux, j'ai cru entendre les murs respirer de nouveau. Le lendemain matin, la maison était méconnaissable. Pas parce qu'elle avait changé, non, elle était simplement redevenue silencieuse. Mais c'était un silence neuf, un silence qui n'écrasait plus, celui qui respire, celui d'après la tempête. Thomas et Sophie étaient hors partie tôt, accompagnés par l'avocate et les gendarmes. Ils n'avaient presque rien dit. Thomas n'avait pas croisé mon regard, peut-être par honte, ou peut-être parce qu'il n'avait plus de mots. Sophie, elle, m'avait lancé une phrase froide. Vous détruisez votre famille? Je n'avais pas répondu, parce que je savais qu'elle se trompait. Ma famille, c'est eux qui l'avaient détruite, lentement, soigneusement, en m'effaçant morceau par morceau. Moi, je venais simplement d'arrêter le massacre. Vers midi, Édith est entrée par la porte restée entr'ouverte. Elle tenait un sac de provisions. Vous avez besoin de manger, m'a-t-elle dit, et de parler un peu? Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour d'elle, les murs blancs, les coussins encore en désordre, les traces de la veille. C'est fini, murmura-t-elle. Non, ai-je répondu, c'est le début. Elle a souri, posé sa main sur la mienne. Vous avez eu un courage que peu auraient eu. Le courage vient quand on n'a plus rien d'autre. Nous avons bu un café tiède, en silence. Elle a raconté comment maître Durand avait reçu les documents, comment tout s'était enchaîné. La plainte, la vérification, la preuve de la falsification. Votre fils risque gros, vous le savez? Oui, mais je n'ai pas agi pour le punir. Pourquoi alors? Je l'ai regardé dans les yeux. Pour me rappeler qui je suis. Dans l'après-midi, maître Durand est passé, il m'a serré la main avec une gravité bienveillante. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, madame Giraud.
La maison d'Angers est protégée. Le notaire a annulé la transaction. J'ai hoché la tête sans parler. Il a ajouté plus bas: Vous pouvez aussi demander une ordonnance pour qu'ils ne vous approchent plus. Non, qu'ils vivent avec leur conscience, ce sera déjà une prison suffisante. Il est parti peu après, me laissant un dossier, des papiers officiels, des mots de justice sur papier glacé. J'ai posé la main dessus. C'était froid, impersonnel, mais c'était ma liberté. Le soir, Edith m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Ma petite Peugeot, celle qu'ils avaient cachée dans le garage, m'attendait intacte. Quand j'ai tourné la clé, le moteur a toussé avant de ronronner doucement. J'ai eu envie de pleurer. La route vers Angers s'étirait comme un fil de mémoire. Chaque virage ramenait une image. Mon mari riant dans le jardin, Thomas enfant courant après un ballon, mes cours d'école, le parfum du pain chaud, le dimanche matin, tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'allais retrouver. Quand j'ai garé la voiture devant ma maison, le ciel s'ouvrait sur une lumière pâle. La façade avait un peu vieilli, la peinture s'écaillait, les volets bleus tremblaient, mais elle était là. Ma maison. Je suis restée un moment immobile, incapable de bouger. Puis, j'ai ouvert la porte. L'odeur familière m'a submergée. Cire, poussière, souvenirs. Je me suis avancée lentement, caressant les meubles comme on touche des visages aimés. Chaque objet avait survécu à l'absence. Le silence, lui aussi, m'a accueilli, mais cette fois sans menace. Dans la cuisine, j'ai trouvé le vieux calendrier accroché au mur, resté figé au mois où j'étais partie. J'ai arraché la page. Avril recommençait. Le soir, j'ai ouvert les fenêtres. L'air frais est entré, portant le parfum des rosiers que le voisin avait sûrement entretenu à ma place. J'ai préparé une soupe simple, rallumé la vieille radio qui grésillait encore, puis je me suis assise à la table, seule, mais libre. Avant de me coucher, j'ai sorti mon carnet, celui qui m'avait accompagnée dans la peur et le mensonge. Les pages ont été pentes pleines, serrées, tachées de larmes parfois. J'ai ajouté une dernière note pour ce jour-là. Jour 40, je suis rentrée chez moi. Ils ont voulu m'enfermer pour me protéger, mais c'est moi qui ai fini par les libérer de leurs illusions. Je ne suis pas une vieille femme fragile. Je suis la mémoire vivante de ce qu'ils ont oublié, la dignité. Je me suis couchée dans mon lit, le vrai, celui où chaque bruit m'était familier. La nuit était douce, sans menace, sans surveillance. Et juste avant de m'endormir, j'ai murmuré dans le noir: Bonne nuit, Madeleine. Tu es enfin chez toi. Les jours qui ont suivi mon retour furent étrangement silencieux. Pas le silence pesant d'avant, non, celui-ci avait quelque chose de neuf, presque solennel. Un silence qui laissait la place au temps, à la respiration, à la réflexion. Les premiers matins, je me réveillais tôt, machinalement, croyant encore entendre la voix de Sophie m'appeler pour déjeuner ou le pas lourd de Thomas dans le couloir. Puis je me souvenais que tout cela était fini, que ces bruits n'étaient plus que des fantômes. Je m'étais remise à vivre lentement, à faire du café, à ouvrir mes volets, à parler à mes fleurs comme à de vieilles amies. Mais la tranquillité n'a pas duré longtemps. Le troisième jour, Edith m'a apporté le journal. En première page locale, une retraitée victime d'un abus de faiblesse par son fils et sa belle-fille, la justice saisie. Sous le titre, une photo floue de Thomas, prise sans doute à la sortie du commissariat. Il avait cet air perdu, les épaules affaissées. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste senti mon cœur se serrer, non pas de regret, mais de fatigue. Edith m'a observée en silence. Vous ne deviez pas être surprise? Non, mais je ne pensais pas que ce serait si vite. Vous avez fait ce qu'il fallait. Beaucoup se taisent, par honte. Vous, vous avez parlé. Peut-être, ai-je murmuré. Mais parler, c'est toujours un peu détruire, même quand on dit la vérité. Les jours suivants, les lettres ont commencé à arriver. Des voisines, des inconnus, des femmes âgées surtout. Certaines m'écrivaient: Vous m'avez donné du courage. J'ai vécu la même chose. Je croyais que c'était normal. Merci de nous avoir rendus visibles. Chaque lettre était une blessure et un baume à la fois. Je les rangeais toutes dans une boîte à chaussures, soigneusement, comme on garde des morceaux de mémoire collective. Mais la lettre que je n'attendais pas est arrivée un jeudi matin. L'enveloppe était blanche, sans expéditeur, l'écriture penchée, hésitante, familière. Thomas. J'ai mis plusieurs heures avant de l'ouvrir. Quand je l'ai enfin fait, les mots m'ont frappé comme un souffle glacé. Maman, je ne sais pas par où commencer. Je n'essaierai pas de me justifier parce qu'il n'y a pas de justification à ce que j'ai fait. J'ai voulu te protéger, c'est vrai,
Mais la vérité, c'est que je voulais te contrôler. Tout m'a échappé et je ne sais plus à quel moment je suis devenu celui que j'ai combattu toute ma vie. J'ai honte, je ne te demande pas pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je t'aime malgré tout, même si je t'ai fait du mal. Thomas. Les larmes sont venues sans prévenir, des larmes silencieuses, chaudes, épuisantes. Je suis restée longtemps assise, la lettre à la main, sans savoir si je devais la déchirer ou la garder. Finalement, je l'ai pliée, rangée dans le carnet, à la dernière page, là où s'arrêtaient mes mots. L'après-midi, maître Durand m'a appelé. L'enquête suit son cours. Vous n'aurez probablement plus besoin de témoigner. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez demander un droit de visite limité. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas encore le moment. Peut-être un jour. Quand il a raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Les rosiers d'Angers étaient en fleurs, rouges, éclatants. Ils semblaient presque trop vivants pour cette maison qui renaissait à peine. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet Jour 47. J'ai reçu une lettre, pas une excuse, pas une réparation, un écho. Peut-être le premier signe d'un homme qui réapprend à se voir. Moi aussi, je réapprends. Puis j'ai ajouté La colère s'en va. Ce qui reste, c'est la fatigue, mais aussi la paix. Et c'est assez pour continuer. Avant d'aller dormir, j'ai relu la lettre de Thomas une dernière fois. Et cette fois, j'ai chuchoté Moi aussi, je t'aime. Mais autrement, j'avais cru que tout était terminé, que la justice, les lettres, les aveux silencieux de Thomas avaient refermé ce chapitre de ma vie. Mais la vie, elle, ne ferme jamais vraiment les portes. Elle les laisse entr'ouvertes, juste assez pour que le passé puisse repasser un jour sans prévenir. Ce jour-là, il faisait gris, une pluie fine collait aux vitres depuis le matin. J'étais dans la cuisine, en train d'éplucher des pommes pour une tarte, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Edith passait toujours l'après-midi, jamais à cette heure-là. J'ai essuyé mes mains, me suis approchée de la porte. Par la vitre, j'ai vu une silhouette que j'aurais reconnue entre mille. Sophie. Elle portait un manteau beige, le même qu'autrefois, mais il paraissait trop grand pour elle, comme si elle s'était rétrécie à l'intérieur. Ses cheveux étaient bourre d'effets, son visage tiré. Nos regards se sont croisés à travers le verre. Elle n'a pas souri. J'ai ouvert. Sophie. Bonjour Madeleine. Sa voix était basse, cassée. Elle a hésité sur le seuil, comme une étrangère devant une porte qu'elle n'a plus le droit de franchir. Je peux entrer? Juste un moment. J'ai marqué un silence, puis j'ai fait un pas de côté. Entre. Elle a traversé le couloir lentement, comme si chaque mètre pesait une tonne. Ses yeux se promenaient sur les murs, les photos, les meubles, tout ce qu'elle avait voulu vendre, maintenant figé comme un reproche muet. Dans la cuisine, je lui ai servi un café sans rien dire. Elle l'a pris entre ses mains, sans le boire. Thomas est à l'hôpital, a-t-elle fini par dire. J'ai relevé la tête. Rien de grave, j'espère. Un malaise, l'épuisement, disent-ils. Ou la culpabilité. Je ne sais plus. Elle a laissé échapper un petit rire sans joie. Il n'a pas supporté l'idée de t'avoir perdu. Ni d'avoir tout perdu d'ailleurs. Je n'ai pas répondu. J'attendais la suite, la vraie raison de sa visite. Elle a inspiré profondément. Je voulais te dire que je ne suis pas fière de ce qu'on a fait. Au début, je croyais vraiment qu'on t'aidait. Et puis, les choses ont glissé, lentement. On s'est laissé griser par le contrôle, par l'argent, par la peur aussi. Elle a levé les yeux vers moi. Tu étais si indépendante, Madeleine, si sûre de toi. Et nous, on se sentait inutiles. Alors, on t'a diminué. C'était plus facile que d'accepter qu'on t'admirait encore. Ces mots ont glissé dans la pièce comme un souffle froid. Je l'écoutais sans colère, mais avec cette lucidité étrange qu'on acquiert après avoir tout perdu. Quand la rancune s'éteint, il ne reste que la vérité. Pourquoi venir me dire ça maintenant? Parce que j'ai besoin que tu saches que je n'étais pas seulement cruelle, j'étais faible. Et la faiblesse c'est pire que la méchanceté, non? Je me suis levée, suis allée vers la fenêtre. La pluie s'était arrêtée. Peut-être, ai-je murmuré, mais la faiblesse n'excuse pas tout. Vous auriez pu simplement m'aimer. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. On ne sait pas aimer quelqu'un qu'on croit vieux. C'est ça le pire. On croit qu'il faut le protéger, le contrôler. On oublie qu'il peut encore choisir. Un silence lourd s'est installé entre nous. Puis elle a posé sa tasse, s'est levée. Je voulais te rendre quelque chose. Elle a sorti de son sac une petite boîte en bois. Je l'ai reconnue aussitôt.
Ma vieille boîte à bijoux, celle que j'avais cherchée pendant des semaines après mon arrivée chez eux. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait plus grand-chose. Une broche, une montre cassée et une photo jaunie. Moi, jeune, tenant Thomas dans mes bras. Je l'avais gardée, dit-elle simplement. Je ne sais même plus pourquoi. Peut-être pour me rappeler qu'on t'avait aimé avant de te trahir. Je l'ai regardée longtemps. Sophie, je ne te pardonne pas encore, mais je te remercie d'être venue. Elle a hoché la tête. C'est déjà beaucoup. Avant de partir, elle s'est arrêtée sur le seuil. Tu sais, il t'aime encore, même s'il ne sait plus comment. Je sais, ai-je répondu, mais il faudra qu'il apprenne. La porte s'est refermée doucement. Le silence est revenu, mais il n'était plus vide. Je suis restée un long moment à contempler la boîte, la photo entre les doigts. Puis j'ai écrit dans mon carnet Jour 52. Elle est-tu venue? Elle a parlé, pas d'excuses, pas de pardon, juste la vérité. Et parfois, c'est tout ce qu'il reste pour reconstruire. Et dessous, en lettres plus petites, le passé ne s'efface pas, mais on peut apprendre à le poser comme on pose une pierre. Non pour la jeter, mais pour bâtir dessus. Les jours suivants, quelque chose en moi avait changé. Le calme était revenu, oui, mais c'était un calme différent, presque solidaire, comme si chaque silence, chaque respiration portait désormais la voix de toutes celles qu'on n'avait jamais écoutées. Je passais mes matinées dans le jardin. Les rosiers avaient y repris vie, obstinés, éclatants, sans attendre qu'on les arrose. Parfois, Edith venait m'aider à tailler les branches. Elle parlait peu, mais son regard en disait long. Il y avait entre nous une complicité silencieuse, née du courage partagé. Un jour, elle est arrivée avec un petit sourire et un journal plié sous le bras. On vous demande, a-t-elle dit. C'était une lettre du maire d'Angers. Il avait lu mon histoire. Votre témoignage a ému beaucoup de monde. Nous aimerions que vous participiez à une rencontre sur la protection des aînés et les abus familiaux. Votre parole pourrait aider. Je suis restée longtemps à regarder ces lignes. Le mot aider me faisait peur, parce que pendant des mois, moi aussi, j'avais attendu qu'on m'aide, sans oser rien dire. Mais je savais aussi que le silence est un poison, doux au début, mortel à la fin. Tu devrais le faire, dit Edith. Je ne suis pas une héroïne, ai-je murmuré. Non, mais tu es la preuve qu'on peut se relever. Et ça, c'est plus fort qu'un discours. Le soir même, j'ai écrit ma réponse. J'ai accepté. La rencontre avait lieu 2 semaines plus tard, dans la salle municipale. J'avais mis ma robe grise, simple, celle que je portais autrefois à l'école quand j'étais institutrice. Les journalistes les étaient là qu'est là, quelques caméras, des associations. Je tremblais un peu, mais ce n'était plus de peur, c'était d'émotion contenue. Quand le micro m'a été tendu, j'ai pris une grande inspiration. Devant moi, des visages attentifs, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Certains hochaient de la tête avant même que je parle, comme s'ils savaient déjà. Je ne suis pas venue ici pour raconter ma souffrance, ai-je commencé. Elle m'appartient et je la garde. J'ai marqué une pause. Je suis venue pour rappeler qu'aimer quelqu'un ne donne pas le droit de le posséder, que la peur du temps qui passe ne justifie pas la cruauté, et que les gens âgés ne deviennent pas des enfants parce qu'ils ont des rides. Un murmure a traversé la salle. J'ai continué, plus posée. Mon fils m'a enfermée, oui, mais je ne suis pas ici pour le haïr. Parce que si j'ai appris quelque chose, c'est que la haine enferme plus sûrement que n'importe quelle serrure. J'ai choisi la vérité. Et la vérité, c'est qu'on peut tomber dans la pire des humiliations et pourtant se relever, la tête droite. Je me suis arrêtée. Le silence, cette fois, était plein, dense, vivant. Si une seule personne m'entend aujourd'hui et comprend qu'elle mérite mieux que la peur, alors tout ce que j'ai vécu n'aura pas été vain. Quand j'ai reposé le micro, des applaudissements ont éclaté. Pas bruyants, pas spectaculaires, sincères, profonds. Edith était au fond de la salle. Elle pleurait en silence, les mains jointes. Après la rencontre, plusieurs femmes sont venues me voir. L'une d'elles, petite, aux cheveux blancs, a murmuré « Vous avez dit ce que je n'ai jamais réussi à dire. Merci. » Le soir, en rentrant, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une carte postale sans signature, une photo de la mère et quelques mots écrits d'une écriture que je connaissais bien. Je t'ai écouté, Thomas. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai juste souri. Avant de me coucher, j'ai pris mon carnet. La dernière page presque pleine, mais il restait encore quelques lignes. Jour 61.
Aujourd'hui, j'ai parlé, pas pour revivre le passé, mais pour qu'il serve à quelque chose. Mon histoire n'est plus un cri enfermé, c'est une voix parmi d'autres, une main tendue vers celle qu'on oublie. Puis, en dessous, on m'a enfermée pour ma sécurité. Mais la seule sécurité qu'on possède, c'est la vérité. Et maintenant, elle m'appartient. Je me suis couchée avec cette paix étrange des survivants, pas celle de l'oubli, celle de ceux qui savent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Le matin de mes 69 ans, j'ai ouvert les volets de ma maison d'Angers, comme on ouvre un livre qu'on connaît par cœur mais qu'on n'a jamais vraiment lu. Le ciel était clair, lavé, presque neuf, je n'attendais personne, et pourtant j'avais préparé du café pour deux. Vieille habitude, ou peut-être simple espoir. Depuis la conférence, la vie s'était apaisée. Les journalistes étaient pour passer à autre chose, les lettres s'étaient espacées, et le téléphone sonnait de temps en temps, des associations, des femmes âgées, parfois des jeunes, curieux ou émus. Je répondais toujours, parce qu'au fond, c'était devenu ma mission, rendre ce qui m'avait été volé, la parole. Ce matin-là, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Une seule enveloppe, à l'intérieur, une photo. Thomas, debout devant un centre de soins, un léger sourire. Derrière lui, une note écrite de sa main. Je recommence petit à petit. J'espère que toi aussi. Je suis restée longtemps à regarder cette photo. Il avait changé, ou peut-être était-ce moi. J'ai posé l'image sur le buffet entre deux bougies. Pas comme un souvenir, mais comme un commencement. Plus tard, Edith est passée avec son chien, fidèle compagnon de toutes mes renaissances. Alors, anniversaire demanda-t-elle. Oui, un de plus. Un de mieux, corrigea-t-elle. Nous avons ri, ce rire simple, presque enfantin, qui avait manqué à ma vie trop longtemps. Elle m'a tendu un petit paquet. À l'intérieur, un carnet neuf, à la couverture bleue. Tu vas bien devoir recommencer à écrire, non? Celui d'avant est plein. Oui, ai-je souri. Mais celui-là, je veux qu'il parle d'avenir. Après son départ, je me suis assise à mon bureau, le vieux bureau d'institutrice qui avait tout vu. J'ai ouvert le carnet à la première page. L'encre a mis quelques secondes à couler, comme hésitante. Puis j'ai écrit Jour 1. Je ne suis plus la femme qu'on a enfermée. Je suis celle qui a ouvert la porte. Je me suis arrêtée, puis j'ai ajouté, plus bas, à celle ou celui qui lira ceci. Si tu te sens piégé, humilié, oublié, parle. Même si ta voix tremble, même si personne ne t'écoute d'abord, parle quand même. C'est comme ça que tout commence. Je ne savais pas encore que ces mots allaient pour circuler. Edith les a partagés sur une page locale, puis une association les a repris. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Votre histoire m'a donné la force de quitter un mari qui me brisait en silence. Merci, Madeleine. Ce jour-là, j'ai compris que ma douleur avait servi à quelque chose, qu'elle n'était plus seulement une cicatrice, mais une semence. Le soir, j'ai allumé la radio, une chanson d'autrefois passée, celle que mon mari aimait fredonner quand il bricolait dans le jardin. J'ai fermé les yeux et j'ai souri, tout était à sa place, même l'absence. Avant d'aller dormir, j'ai pris le carnet bleu une dernière fois. J'ai ajouté une phrase. On m'a enfermée pour ma sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est d'avoir le courage de dire non, d'oser exister même seul, de se relever même tard. Puis, en bas de la page, j'ai écrit ce que je n'avais jamais osé écrire jusqu'ici. Merci à la vie de m'avoir laissé le temps de me retrouver. Je me suis levée et ouvert la fenêtre. La nuit était tiède, les grillons chantaient, le monde tournait. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus prisonnière du passé. Je me sentais vivante. Avant de me coucher, j'ai allumé ma lampe et face à la caméra du téléphone, j'ai enregistré quelques mots pour les autres, pour ceux qui viendraient écouter un jour. Si mon histoire t'a touché, partage-la, pas pour moi, pour ceux qui n'osent n'en pas encore parler, pour ces voix comptées dans les maisons fermées. Dis-leur qu'il y a toujours un dehors, toujours une main tendue, parce que le silence, c'est la cage, et la parole, c'est la clé. Je n'ai pas répété, je n'en avais pas besoin. L'enregistrement s'est arrêté et le calme est revenu. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans peur, sans verrou, libre,